Otsem Group, c'est Otsem Immobilier et Otsem Ingénierie. Et jusqu'à présent, nous avons des contrats en cours avec le gouvernement camerounais déjà, avec les ONG, avec les particuliers. Nous avons bossé au Cameroun. Récemment, je sors de Centrafrique. L'Afrique ne pourra pas être émergente si les problèmes liés à l'eau ne sont pas résolus. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain, le taux de décès en eau potable est encore inférieur à 30%. Maintenant, les gouvernements et les ONG, les programmes des Nations Unies s'organisent autour des politiques sur cet aspect-là. C'est un aspect phare chez nous en Afrique. L'avantage que nous avons ici chez nous en Afrique, c'est que nous avons abondamment d'eau dans le sol et nous avons l'eau de surface, c'est-à-dire les rivières. L'eau de sol, c'est les nappes phréatiques. Ces deux sources suffisent amplement pour satisfaire les besoins des populations. Maintenant, il y a donc des techniques pour les capter. Il y a des forages, par exemple, qu'on réalise. On réalise des forages. Et maintenant, ces forages, une fois que ces eaux sont captées, l'utilisation également, c'est toute une autre science. Il y a des forages industriels. Par exemple, les sociétés brassicoles produisent leur propre eau pour produire leurs boissons. Il y a des gens qui ont des travaux champêtres, des grandes plantations, qui ont également besoin d'eau pour irriguer parce qu'il fait très chaud ici. Comme actuellement, nous sommes en saison sèche, il n'y a pas de l'eau dans les plantes. Alors, on peut faire le captage de sources. On peut capter une rivière, on stocke et on fait une irrigation. Ça, c'est un aspect très important en hydraulique. Dans la sécurité incendie, comme je disais, au travers des RIA pour l'extinction des feux, lorsqu'il y a départ de flammes, il faut concevoir tout un système en fonction de l'usage. Parce qu'un système de sécurité incendie dans une brasserie n'est pas le même système peut-être dans une école. En fonction de cet usage, on voit comment on peut concevoir un système de sécurité approprié. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Prester Africa, le podcast qui a pour but de permettre aux personnes de la diaspora de connaître mieux ce qui se passe sur le terrain donc en Afrique, pouvoir les permettre d'éviter des erreurs et également de pouvoir être en relation avec des professionnels qualifiés. Dans une autre partie, donc permettre également aux professionnels qui sont en Afrique, donc qui sont qualifiés, fiables et compétents, en manque de visibilité. Donc le podcast a pour but de mettre en valeur donc ces professionnels qui sont invisibilisés. Quand on est dans la diaspora, le plus souvent, on a envie de collaborer avec des professionnels en Afrique, mais on est toujours confronté à la partie de comment trouver ces professionnels et comment rentrer en contact avec eux et comment pouvoir collaborer. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude de parler donc sur le podcast. Donc nous allons recevoir des personnes qui sont habilitées à nous parler de ce sujet. On va parler en fait du sujet concernant le suivi des évaluations d'un projet. Donc, nous savons que le plus souvent, il y a des projets qui échouent beaucoup en Afrique, malgré qu'on ait des bons techniciens sur les projets, qu'on a du financement, mais on arrive souvent à se confronter à des problèmes donc d'avancement, de retard, d'imprévus, parce qu'il n'y a pas un suivi. Donc, durant ce podcast, donc, nous recevons Wilfried dans le Otsem Group avec son collaborateur, donc Adolphe, qui vont nous parler de ce sujet. Donc, durant ce podcast, nous allons aborder plusieurs parties. Donc, notamment sur la première partie, on va aborder un peu la structure, votre entreprise, depuis quand elle existe, la genèse du projet, qu'est-ce que vous faites réellement. Et ensuite, nous parlons dans un second temps de tout ce qui va concerner le montage et les études de projet. Quand on parle d'études de projet, qu'est-ce que ça implique réellement? Et ensuite, nous parlerons du rétro-planning. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Concernant également le suivi et les évaluations d'un projet, comment ça se passe. Également la partie maîtrise d'œuvre, donc qui est le client, qui supervise, qui observe. Et ensuite, nous parlerons dans un second temps de la pertinence des entreprises qui vont se porter garant pour permettre de suivre ces activités. Dans la partie 2, nous ferons focus pour la diaspora, donc pour essayer de comprendre la diaspora le plus souvent. Toutes ces choses dont on vient de citer précédemment, c'est des choses qu'ils omettent quand ils veulent réaliser des projets. Ensuite, on détaillera ça également. Donc sans plus tarder, donc, je vais donner la parole donc, à M. Wilfried, se présenter, et ensuite Adolphe, présenter qui vous êtes, votre structure, votre spécialisation. Bon, moi, c'est Atiama Wilfried, je suis directeur technique de Otsem Group. Monsieur Adolphe, qui est en rôle là, est le directeur général. D'accord. Monsieur Adolphe, vous pouvez vous présenter également. Moi, c'est Adolphe Moukete, je suis ingénieur en hydraulique, consultant en Banque mondiale de projets depuis 2016, président directeur de Otsem Group, qui est un ensemble de deux entreprises. Otsem Group, c'est Otsem Immobilier et Otsem Ingénierie. J'imagine que peut-être
peut-être on va revenir là-dessus, mais déjà, c'est ce que je voulais dire. Donc, Ok, merci. donc on va continuer dans la même lancée. Donc déjà, que vous avez commencé, donc expliquez-nous déjà c'est qui Otsem, c'est quoi ces deux structures, qu'est-ce que l'entreprise fait réellement, qu'est-ce qui la différencie, quelles sont ses spécialisations, afin qu'on comprenne mieux avec quel type de structure on va discuter. Otsem Group, comme je disais, c'est Otsem Ingénierie et Otsem Immobilier. Et la plus vieille, c'est Otsem Ingénierie, qui est née en 2017-2018, qui fait dans les travaux pour la plupart hydraulique, énergie. Quand on parle hydraulique, on parle système de sécurité incendie, approvisionnement, captage en eau, traitement des eaux, construction ou réalisation des stations d'épuration des eaux, les dimensionnements solaires, les études socio-environnementales, les études d'impact. Donc, Otsem Ingénierie va beaucoup plus dans ce sens-là. Et Otsem Immobilier entre beaucoup plus dans les travaux de réalisation physique, matérielle des travaux, des projets, que ce soit dans le cadre de l'industrie, du génie industriel, la structure bien sûr, ou que ce soit dans le cadre des bâtiments, réalisation des bâtiments, le suivi, l'élaboration des procédures, des manuels de procédures de suivi des projets. Donc, c'est les deux volets. C'est vrai qu'on a besoin également, même dans le cadre de Otsem Ingénierie, l'élaboration toujours des manuels de procédures, étant donné qu'un projet a une procédure particulière, une procédure type. Donc voilà, un peu dans l'ensemble. Nous avons déjà, par le passé, et jusqu'à présent, nous avons des contrats en cours avec le gouvernement camerounais déjà, avec les ONG, avec les particuliers et certaines sociétés sur le territoire. Et nous avons quelquefois travaillé avec pour des expatriés. Nous avons bossé au Cameroun. Récemment, je sors de Centrafrique, où nous sommes allés initier avec une autre entreprise sœur, un autre projet, mais là-bas, c'est un projet gouvernemental un peu plus grand, qui est également très strict au niveau de la mise en œuvre. Parce que c'est surtout ça la rigueur au niveau de la conception et la mise en œuvre, les outils de mise en œuvre. Donc voilà un peu la substance. Ok, donc vous faites et la partie Cameroun, mais si vous avez un client aussi qui arrive du côté Côte d'Ivoire ou toute l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez intervenir. Effectivement. Ok. D'accord, parfait. Donc je pense qu'aujourd'hui on va se focaliser un peu plus sur la partie hydraulique, parce que c'est pas quelque chose qu'on parle souvent. Le côté bâtiment, on en a un peu parlé dans ce podcast. Donc le côté hydraulique, on peut revenir dessus et réellement comprendre quel type de projet arrive dans cette thématique, comment c'est mis en place, pour essayer de comprendre déjà le scope en fait. L'Afrique ne pourra pas être émergente si les problèmes liés à l'eau ne sont pas résolus. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain, le taux de décès en eau potable est encore inférieur à 30%. Maintenant, les gouvernements et les ONG, les programmes des Nations Unies s'organisent autour des politiques sur cet aspect-là. C'est un aspect phare chez nous en Afrique. L'avantage que nous avons ici chez nous en Afrique, c'est que nous avons abondamment d'eau dans le sol et nous avons l'eau de surface, c'est-à-dire les rivières. L'eau de sol, c'est les nappes phréatiques. Ces deux sources suffisent amplement pour satisfaire les besoins des populations. Maintenant, il y a donc des techniques pour les capter. Il y a des forages, par exemple, qu'on réalise. On réalise des forages. Et maintenant, ces forages, une fois que ces eaux sont captées, l'utilisation également, c'est toute une autre science. Il y a des forages industriels. Par exemple, les sociétés brassicoles produisent leur propre eau pour produire leurs boissons. Il y a des gens qui ont des travaux champêtres, des grandes plantations, qui ont également besoin d'eau pour irriguer parce qu'il fait très chaud ici. Comme actuellement, nous sommes en saison sèche, il n'y a pas de l'eau dans les plantes. Alors, on peut faire le captage de sources. On peut capter une rivière, on stocke et on fait une irrigation. Ça, c'est un aspect très important en hydraulique. Maintenant, bon, pour les forages, il y a des forages à pompe à motricité humaine, les forages manuels, on actionne avec la main, on se voit souvent. Il y a des forages avec des châteaux, c'est-à-dire on finit de creuser, on accède à l'eau, on met une pompe électrique ou solaire qui va envoyer l'eau dans un château et qui va alimenter. Bien évidemment, ces eaux de consommation passe d'abord par une analyse dans un laboratoire agréé, parce que là également il y a aussi un problème. Il y a des laboratoires agréés par l'État et certifiés par des systèmes des Nations Unies. Par exemple, chez nous, ici, nous avons le laboratoire Centre Pasteur avec lequel nous travaillons. Bon, ça, c'est un volet d'hydraulique concernant l'eau de consommation. Maintenant, dans le bâtiment, dans la sécurité incendie, comme je disais, au travers des REA pour l'extinction des feux, lorsqu'il y a départ de flammes. Il faut concevoir tout un système en fonction de l'usage. Parce qu'un système de sécurité incendie dans une brasserie n'est pas le même système
peut-être dans une école. En fonction de cet usage, on voit comment on peut concevoir un système de sécurité approprié. Un système de forage qui sera mis en place pour récupérer l'eau ou c'est notre système de construction complètement différent? Bon, pour une école, c'est un système, c'est mieux un forage avec un château, une alimentation vers les toilettes et souvent il y a des points d'eau dehors. Parce que chez nous, ici en Afrique, quand vous avez un forage, vous permettez aux populations de profiter parce qu'il n'y a pas d'eau. Maintenant, l'autre point, c'est le volet assainissement. Je prends un hôpital par exemple. L'hôpital a la production de beaucoup d'eau et on dit généralement l'eau que nous consommons, il y a 80% de rejet. C'est-à-dire quand vous allez vous laver, l'eau va aller dans les latrines et après ça va être rejeté dans la nature. On ne peut pas faire de faux septiques pour l'hôpital parce que en général, c'est des eaux qui peuvent polluer la nappe. Donc ça ne doit pas rentrer dans le sol. Alors qu'est-ce qu'on fait souvent? Ce qu'on fait souvent, c'est on aménage une station d'épuration des eaux. Donc l'eau va passer, l'eau usée va passer sur une batterie de filtres et d'éléments qui vont dépolluer l'eau en fonction de la qualité de l'eau, bien sûr, parce qu'une station n'est pas égale à l'autre. En fonction de la qualité de l'eau, les eaux hospitalières sont différentes des eaux brassicoles, parce que les eaux brassicoles ont beaucoup de matière organique. Par contre, les eaux hospitalières ont beaucoup de matière chimique également. Il y a beaucoup de flacons, il y a les produits, il y a même des éléments radioactifs souvent qui se retrouvent dans l'eau. Il y a l'iode, par exemple, qui permet de désinfecter les milieux, ça peut se retrouver dans l'eau. Et tous ces éléments-là, il faut avoir un système de traitement approprié. Ça, c'est au niveau de l'assainissement, en fait. D'accord. Mais du coup, il y a un système de recyclage. Effectivement, un système de recyclage. Donc, on peut parler de l'hydraulique jusqu'au matin, on aura toujours à dire. C'est un domaine extrêmement vaste. Il y a également la plomberie dans les maisons. Mais tout ce système, vous le mettez en place en fonction du client, c'est ça? En fonction du client, en fonction de la demande. Ok. C'est pas obligatoirement pour chaque client, ça dépendra à la demande de chaque client. Si le client le souhaite, vous le mettez en place. Ok. Effectivement. Un client peut être un hôpital, un client peut être un particulier, un client, donc c'est pour ça que c'est adapté à l'usage. Pourquoi on n'a pas beaucoup de forages en Afrique si on a vraiment beaucoup de sources d'eau et qu'on a toujours ces problèmes d'eau? C'est parce que les forages, ça coûte cher ou c'est parce que c'est inaccessible? Ça peut coûter cher pour le particulier, mais l'État peut avoir les moyens pour réaliser autant de forages. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que les forages mis en place se gâtent par manque d'entretien. Parce que si on va dans une localité très lointaine, qui est pratiquement à 500 km de Yaoundé, et que le forage qu'on a réalisé se gâte au bout de 2 ans, il n'y a pas de moyen pour intervenir. Il n'y a pas une réelle politique de suivi. Donc l'État ne met pas sur pied une réelle politique. Elle devrait peut-être décentraliser ça au niveau des communes. Peut-être les communes devraient prendre ça au niveau des chefferies locales pour établir un suivi. C'est tout ça le projet. Comme vous allez dire, on va en parler tout à l'heure. C'est le cycle du projet. Il y a l'étude, il y a la réalisation, il y a le suivi. Donc il faut les mécanismes. Ça, c'est sur le plan étatique. Maintenant, sur le plan personnel, beaucoup de forages aujourd'hui, je peux estimer pratiquement à 60% sont réalisés par des populations elles-mêmes. Il y a des localités, des élites dans certains villages qui décident d'offrir le forage à leur localité. Les personnes privées qui elles-mêmes font ces dons-là. Je viens voir Prestera Africa et je dis que en fait je veux venir voir Otsem Group pour installer un forage là avec vous. Aujourd'hui, ça me coûtera combien en combien de temps? Le type de forage, si c'est un forage solaire, parce que la réalisation d'un travail dépend de ses objectifs. Maintenant, les forages à motricité humaine, en général chez nous ici, c'est des forages qui passent dans les 4,5 millions, 5 millions. Les forages avec pompe, y compris un château et un réseau de distribution, vous pouvez vous retrouver à 7 millions. Lorsque vous allez mettre un système d'énergie solaire, parce que l'autonomisation en énergie est également coûteuse, il faudra mettre un système indépendant. Ça pourra arriver même à 12 millions. Vous pouvez avoir des forages et des réseaux qui peuvent s'étendre sur des kilomètres, et ça varie en fonction de l'usage. Mais du coup, on peut creuser un puits et dedans mettre un moteur au fond du puits qui lui sert de propulseur qui remonte l'eau. C'est utilisé encore ça, je pense. Moins cher, j'imagine. C'est utilisé, mais seulement le puits a ses limites. Ces systèmes, on les utilise dans les zones qui sont favorables. Ici à Yaoundé, dans une zone rocailleuse. Vous ne pouvez pas facilement avoir de l'eau. Il faut aller beaucoup plus profond et avec les pierres, c'est pas possible. Maintenant, le puits a aussi un petit souci, c'est qu'il est souvent saisonnier. Parce qu'en saison sèche, le niveau d'eau baisse. À Douala, par exemple, il y a assez d'eau. Vous pouvez faire un puits, mais seulement dans ces zones alimentaires, il y a aussi risque de contamination de la nappe. D'accord, parfait. Donc maintenant qu'on a compris un peu le scope de votre activité et les différentes parties que vous pouvez aborder côté hydraulique, on va enchaîner sur la partie dont vous avez commencé à parler,
Parce que tout commence d'abord par les études. Donc, en gros, quand on parle d'études, que là, il vous a demandé par rapport à un client de la diaspora qui vous demande un projet, vous dites d'abord tout va dépendre des études qu'on va faire. Donc, en gros, quand on parle d'études dans un projet, que ce soit dans le côté hydraulique ou dans les autres types de projets, santé, éducation, hôpital et autres, qu'est-ce qu'on veut dire réellement par études? Parce que chez nous, à Otsem Group, vous venez passer la commande d'un projet. Si vous me dites projet de construction d'un hôpital, vous n'avez pratiquement encore rien dit. Vous avez juste dit que vous voulez un hôpital. Donc, nous allons vous poser un certain nombre de questions, le type d'hôpital. Nous allons vous présenter tout ce qu'il y a comme hôpital. Maintenant, nous allons vous demander le type. Quel type est-ce que vous désirez? Si vous avez une commande précise, vous allez devoir nous manifester votre commande, préciser la commande. Et sur cette base, nous allons faire monter des thèmes de référence pour les études, pour que nous soyons d'accord que nous parlons de la même chose. Dans les thèmes de référence des études, nous allons prendre en compte les études techniques. Les études techniques dans le cadre d'un projet de bâtiment, comme je parlais d'hôpital, ce sont les plans, ce sont les notes de calcul, un dimensionnement, c'est des études géotechniques pour savoir la capacité du sol à pouvoir supporter l'ouvrage qui vient. Ce sont des études d'impact socio-environnemental qui seront très importantes dans la partie administrative qui consisterait à ce que vous ayez un permis de bâtir. On va vous accompagner jusqu'à ce que vous déposez un dossier de demande de permis auprès de la mairie. Dans cette étude environnementale, maintenant, l'ensemble de ces études va aboutir à ce qu'on appelle un devis. Parce qu'on aura déjà les éléments. Avec les thèmes de référence validés, les études, on va aboutir à un devis quantitatif et estimatif de ce projet. À la suite du devis, qui est également un élément d'étude, nous allons faire ce qu'on appelle l'élément le plus sensible après ça, c'est la planification. La plus sensible après ça, c'est la planification. Vous savez, ne pas planifier un projet ou mal planifier un projet, c'est planifier son échec. Vous voyez, moi je pourrais rajouter que c'est planifier son échec avec succès. C'est ça, en parlant de planification, aujourd'hui, vous, avec votre expérience avec les clients, pourquoi en fait vous estimez aujourd'hui la plupart des clients négligent cette partie étude? Parce que l'étude, en général, pour être immatérielle. Le client aimerait que quand il a son argent, 20 millions, qu'il voit un bâtiment de 20 millions sur pied. L'étude reste immatérielle, c'est les plans, il n'a rien à foutre avec les plans, selon lui. Et c'est une erreur monumentale. Le client, lui, il est profane, et quand il se bat, en général, pour son projet, il n'intègre pas trop l'aspect étude. Pourtant, 80% des projets qui échouent, c'est manque d'études et mauvaise planification. En Otsem Group, on ne prend pas de projet qui n'est pas étudié. Les études sont déjà étudiées avant qu'on prenne le projet, ou c'est vous-même qui allez faire les études du coup? En général, les études, c'est nous qui les faisons, mais si on a un projet qui a déjà ses études, avec tous les éléments des études, parce qu'on va regarder tous les éléments des études. Le client va nous transmettre ses études, mais nous allons les vérifier en notre propre coup parce que ça nous risque et péril d'accepter les études de quelqu'un. Donc là, on peut prendre chez nous, de vérifier, pendant certaines vérifications sur les quantités, on voit et on vérifie les coûts. Si ça convient à nos coûts, on peut prendre un peu de temps, on vérifie. Mais si on constate qu'il y a un problème, on va signaler au client. D'accord. Si on prend l'exemple dans le système hydraulique, que ce soit un barrage hydroélectrique, un forage ou autre, qu'est-ce qui est réellement pris en compte dans ces études en fait? Parce qu'en réalité, moi je n'ai aucune idée et je ne sais pas quelles sont les différentes parties qui sont prises en compte pour pouvoir faire de bonnes études. Dans une étude hydraulique, nous avons les études géophysiques. Les études géophysiques qui nous permettent de... Le sol, l'eau circule dans le sol à travers les nappes, dans les nappes. Vous voyez? C'est comme si quand vous fracturez le bras, ou bien quand vous avez un problème dans le bras, il faut qu'on sache si c'est une entorse, si c'est une fracture. Vous allez faire un scanner, une radio, qui va voir la taille de la fracture, si c'est une fracture. Et c'est sur cette base qu'on va décider de mettre un plâtre ou d'opérer. Donc, les études géophysiques, c'est avec les électrodes. Ce sont ces électrodes qui nous donnent les caractéristiques de la nappe. S'il y a une faille dans le sol, la profondeur d'eau et le débit estimatif de l'eau qu'on pourra avoir. Donc, c'est une étude qui est purement technique. Ça, c'est l'étude technique. Maintenant, nous avons une étude superficielle. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle étude superficielle ou bien socio-environnementale? On ne peut pas faire un forage là où il y a les latrines, par exemple. D'accord. Parce que la nappe peut être polluée. Donc, quand on vient sur un site, on regarde les paramètres environnementaux. Alors, les latrines doivent être à combien de mètres pour que ça soit pollué ou pas? Ça dépend de la zone. Si nous sommes en zone sédimentaire, je vais demander à aller pratiquement à 50 mètres. Mais si nous sommes dans une zone rocheuse, je sais que les zones ne s'infiltrent pas facilement dans le sol. Donc les nappes ne communiquent pas facilement. Même si on a une proximité de 30 mètres, ça va aller. D'accord. Ok. Donc vous faites bien les études techniques avec le client. Vous faites aussi les études financières avec lui? Effectivement. Parce que lorsque
le devis d'un ouvrage est arrêté, on phase le projet. On monte, il y a des outils qui sont montés, bien sûr, mais on va phaser le projet. Si on part fondation, on voit tout ce qui rentre dans la fondation. Les élévations, à la couverture, les corps d'état secondaire. On met sur pied un planning. C'est le planning des travaux qui sont les données d'entrée pour le décaissement, pour l'étude financière. On comprend mieux. Donc, en gros, quelqu'un qui néglige vraiment ces étapes-là, il se confronte à de grosses pertes derrière, quoi. Et en gros, à de gros risques surtout. Il va s'épuiser parce que il ne sera pas préparé à ce qui va l'attendre. Et tout sera une surprise pour lui. Et avec le temps, il s'épuise, il se fatigue. Okay. Et pour ça, après, vous voyez, ils arrêtent les travaux, ils disent on va relancer dans 6 mois. Après, on arrête, on va relancer. Bon, non, ça épuise. Parti n'était pas préparé à ça. Ok. En gros, c'est ce qui va nous ramener à la partie du rétro-planning. Quand on parle de rétro-planning, qu'est-ce qu'on veut dire réellement? La gestion, l'organisation du temps pour éviter justement tous ces surcoûts et ces imprévus dont vous parlez. Le rétro-planning, c'est un tableur Excel que, en général, quand moi je monte, je le transforme comme un logiciel de suivi. Il y a des tâches, il y a des délais, il y a des dates de début, il y a des dates prévisionnelles de fin, il y a des consommations de budget, il y a des indicateurs de suivi en couleur. Il y a un calendrier, il y a une barre qui se déplace chaque jour de manière automatique, que je sois connecté ou pas, sur le tableau. Et lorsque cette barre se déplace, en principe, les couleurs doivent pouvoir changer si on va vers la fin de l'exécution d'une tâche. Vous, ça vous apporte quoi d'utiliser ce type de rétro-planning? Les clients que nous sommes en train d'avoir sont des clients assez exigeants. Donc, il faudrait que nous puissions être un peu plus exigeants. Nous avons mis sur pied une usine de transformation de chocolat, une chocolaterie à Obala. Le client, il est français, chocolat rouge, Texas Manta. Là-bas, c'est très strict. Ils viennent, ils investissent des milliards. Il faut des outils assez sérieux pour suivre ce genre de projet. Ce n'est pas un client qui vient avec une maison comme ça. Donc, nous, en termes groupe, on a décidé d'attaquer un peu des gros projets. Nous avons eu celui-ci. Dans quelques jours, nous avons d'autres projets qui sont en train d'arriver vraiment sérieux. Et nous nous dotons de ces outils-là. C'est des formations que nous payons nous-mêmes pour grandir, afin d'aller un peu plus haut. Vous voyez un peu. Okay. D'autres entreprises n'ont peut-être pas la vision que nous avons. Elles ne se projettent peut-être pas comme nous nous projetons, mais c'est notre vision qui nous pousse à monter tous ces outils-là. Donc pour vous, c'est vraiment indispensable pour une entreprise qui a envie de répondre à des vraies exigences, d'être professionnel. Effectivement. Un chantier n'a pas le même système de planning. Sur quoi il concourt comme conséquence, par exemple? La réussite, ce n'est pas un fait du hasard. Sauf si vous avez assez, parce que beaucoup de personnes comptent sur leur argent. Et chez nous, en Afrique, il y en a vraiment qui ont l'argent. Ils ont les milliards stockés, ils ont leur projet dans leur esprit. En réalité, ils n'ont vraiment pas besoin de planification. Ils sortent l'argent. Si vous leur dites c'est ceci, ils sortent, ils vous donnent un timing, ils disent, oh, je veux ça dans 1 mois. Ils s'en foutent parce qu'ils ont de l'argent. Mais nous, ce n'est pas sur cette base que nous on part. Nous, on ne va pas sur cette base. Nous partons sur la base qu'il y a un projet, il y a un objectif, il y a ces objectifs, il y a un montant alloué pour ce projet et il y a une date butoir pour la réalisation. C'est 4 éléments. Quand on parle de pilotage de projet, ce qui peut être différent de surveillance d'un projet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, le fait de suivre un chantier et pas uniquement le piloter? Le suivi d'un chantier qui correspond à peu près à une mission de contrôle ou de suivi, une maîtrise d'œuvre, c'est le suivi du cahier de charge d'une entreprise. Une entreprise qui doit réaliser un bâtiment, elle a un cahier de charge qui va spécifier comment est-ce qu'elle va construire un poteau, comment est-ce qu'elle va couler, comment est-ce qu'elle va aborder telle partie. Le pilotage, lui, il est une gestion un peu plus élargie, un peu plus vaste, qui prend en compte même les objectifs. Le pilotage peut modifier l'objectif d'un projet. Et parce que ça prend en compte la politique de ce projet. Je vais dire, prenons un projet comme celui que nous avons sur Sasmanta, à Obala. Il y a un montant qui est alloué. Il y a une procédure de décaissement qui est faite. En fonction des réalités, le pilotage est flexible, est plus flexible. Le pilotage dit, OK, on peut décider d'agrandir un côté de l'usine, ça va nous coûter ceci. On peut décider d'anticiper sur certains travaux. On peut décider d'accélérer, de multiplier les équipes pour aller un peu plus vite. On peut décider, c'est ça un peu le pilotage. Mais par contre, le suivi, il est précis, il est plus réduit. C'est-à-dire qu'il y a une tâche à suivre. Et cette tâche a un cahier de charge.
Donc, le Ok. principal indicateur, c'est le cahier de charge. Oui, pour un suivi, Et- le principal indicateur, c'est le cahier de charge. Par contre, pour un pilotage, c'est les objectifs. Si vous avez un client et que le suivi n'est pas bien fait, qu'est-ce qui peut arriver entre vos équipes ou avec le client? Vous qui menez le suivi du projet, disons que le projet n'est pas bien suivi par vous, qu'est-ce qui peut arriver entre vos équipes qui travaillent ensemble, la communication entre vous et les clients par exemple? Tout le suivi dans l'ensemble ne peut pas être mal fait. Si c'est chez nous, non. Ok. Non, non. Il peut y avoir un élément dans le suivi qui peut poser un problème. Parce que si tout le suivi est mal fait, c'est que vous êtes incompétent. En tout cas, Il peut ce n'est avoir pas bien des cadré, imprévus. quoi. Oui, il peut y avoir des imprévus comme la pluie, là maintenant, qui va empêcher qu'on travaille à l'heure actuelle s'il y avait un coulage, par exemple. Ça fait que, bon, comme nous avons un journal de chantier, là où nous inscrivons tous les aléas, ça nous permet de communiquer l'aléa aux clients que voici, nous avons rencontré tel aléa aujourd'hui qui aura telle conséquence. Parce qu'un suivi rigide n'est pas bon. Un suivi doit être flexible, il doit tenir compte de certains aléas. Vous pouvez avoir un appareil qui vient tomber en panne sur le chantier, il faudra mentionner dans un journal de chantier et communiquer aux clients. Ça permet que lorsque vous allez établir votre rapport, parce que nous faisons des rapports hebdomadaires et mensuels, vous mentionnez les aléas et vous pouvez corriger au niveau du rétro-planning et partager le rétro-planning parce que le rétro-planning s'améliore tous les jours ou toutes les semaines. Vous C'est pour voyez ça un que peu. moi, je voulais rebondir sur cette partie-là, des indicateurs vraiment qui sont clés dans le suivi et le pilotage. Donc là, vous avez cité de quelques-uns sur lesquels on doit se baser. Si vous pouvez rentrer en détail un peu plus sur ces indicateurs-là, sur lesquels on doit fixer, on doit observer, et au quotidien ou de façon hebdomadaire ou mensuelle pour être sûr que le projet avance bien. Et dans le cas où ça ne se passe pas bien, comment remonter ces infos-là, donc au rétro-planning. Quels sont ces indicateurs-là clés sur lesquels on doit vraiment se baser? Ok. Je prends le projet de bâtiment. Comme je disais tantôt, chaque début de semaine, nous tenons des réunions de chantier. Avec les chefs d'équipe, nous leur donnons les objectifs de la semaine. Parce qu'au-delà du rétro-planning global, nous avons les plannings hebdomadaires que nous montons. C'est un outil. Chaque jour qui passe, nous tenons un journal de chantier. Le journal de chantier nous permet de voir si l'objectif journalier a été atteint. Et à la fin de semaine, nous faisons une autre réunion de chantier pour voir quelles ont été les difficultés, pour nous permettre d'anticiper dans la semaine qui arrive. Si c'était la fourniture d'un matériel, parce qu'on a souvent les conteneurs qu'on attend de l'Europe qui traînent un peu au port. Oui. Donc, on consigne tout ceci dans un rapport hebdomadaire. Vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir un échec dans un suivi, sauf si on a été laxiste, sauf si on n'a pas bossé. D'accord, d'accord. Les médecins ont obligation de moyens, mais nous, on a obligation de résultats. Exactement. Donc, ça Et veut dans, dire notre que vraiment- contrat, et dans notre contrat avec le client, on exige qu'il soit interactif. Parce que quand on lui envoie le rapport, il faut qu'il lise. Ok, d'accord, d'accord. Oui. Vous intégrez vraiment le client, quoi. Oui, il faut qu'il lise. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il vienne dire qu'il n'était pas au courant. Et c'est pour ça qu'avec lui, on fait aussi des réunions. En gros, il y a vraiment des points clés qui remontent sur le fait de regarder l'avancement physique du projet, Oui. l'avancement financier. Est-ce que le budget alloué est toujours en corrélation avec ce qui était prévu? Est-ce que la qualité de travail qui est en train d'être fait correspond à ce qui était prévu dans le cahier de charge? Est-ce que les délais sont respectés? Les rapports réguliers qui se font, on arrive à avoir toutes ces informations. Donc, il y a vraiment tous ces points clés-là qui doivent être mentionnés et surveillés donc, dans tout ce qui est pilotage et suivi de projet. Déjà au niveau du budget, il est difficile. Vraiment, c'est quasiment impossible, sauf si on a surestimé le projet, parce que beaucoup le font. Ils surestiment. Si c'est 100 millions, il peut décider de mettre le budget au client, c'est 150 millions. Pourquoi ils font ça? Pour couvrir certains aléas. Ok. Mais lorsque vous êtes juste, prenez peut-être 20% d'imprévu, il est sûr, vous pouvez aller vraiment loin avec le projet. Mais tout écart de prix dans un projet doit être justifié. C'est la raison je reviens encore sur ça, du journal de chantier et des rapports de chantier. On va dire ceci, parce que même le client peut nous induire à une augmentation de prix sans qu'il lui-même le sache. Il peut nous dire, la machine qui viendra sera de 10 kVA. Et après, il va changer d'avis dans le projet. Ça revient à 15 kVA. Beaucoup de clients ne sont pas fidèles à leur propre commande. Il faut vous rassurer, quand quelqu'un construit sa maison, après il dit, ah, quand on avait même dit quoi ici, les lambris? Non, je veux le staff. Ça a changé. Exactement. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? On prend le prix du lambris qui a été vendu, on estime le staff, on voit la différence de prix. Si c'est déficitaire, il va devoir ajouter l'argent.
Si c'est excédentaire, on va devoir lui remettre sur l'autre partie. Et ça peut ne pas être problématique si la partie que le client veut modifier en amont des études qui ont été faites n'intègre uniquement cette partie-là. Donc le fait qu'il veuille faire autre chose, est-ce que ça ne modifie pas justement toute cette conception d'études qui a déjà été faite avant, donc qui va fausser certains calculs? Ou bien ça dépend du type de besoin, parce que j'imagine s'il dit que finalement je ne veux plus avoir cette chambre ici, je veux avoir plutôt un poteau, ça modifie un peu la structure du bâtiment et du fonctionnement. Donc j'imagine que ça dépend vraiment de ce qu'il veut faire pour que ça soit ajusté. C'est surtout quand c'est la structure, quand on parle de structure, parlons du gros œuvre. Si c'est la peinture, s'il modifie, bon, ça peut aller. Si c'est un réseau de plomberie, ça peut aller. Mais quand on parle de la structure, vous ne pouvez pas venir nous demander, lorsqu'on a conçu un bâtiment R+3 ou R+3, vous dites que vous voulez un dernier niveau en haut quand c'est déjà fini. Là, ça ne passe pas. Les fondations n'ont pas été faites pour un R+4 en fait. Là, on ne pourra pas. Vous voyez, certaines personnes vont loin et disent que bon, on a fait R+4, maintenant on veut un ascenseur en plein milieu. Mais il faut vibrer tout le bâtiment. Vu qu'il y a plusieurs étapes du coup à faire, le suivi et beaucoup d'étapes sur le projet pour que tout se passe bien, j'imagine qu'il y a bien un responsable qui dirige toute l'équipe, le maître d'œuvre. Si c'est dans le circuit du projet ou dans la vie du projet, il y a un maître d'ouvrage qui est le client, qui a sa responsabilité. Il y a l'entreprise comme nous qui sommes là, qui avons notre responsabilité. En fonction, si c'est la réalisation, la construction, on a notre responsabilité. Si c'est le suivi, c'est une autre responsabilité. Donc les objectifs dépendent du marché qu'on a. Ok, mais quand vous dites que le client, il a la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire? Dans un projet, la maîtrise d'œuvre peut être une entreprise indépendante. Okay. On peut prendre une entreprise indépendante qui vient pour le contrôle des procédures. Maintenant, il y a une autre entreprise qui peut se charger du montage des procédures et on prend une entreprise qui vient gérer plutôt le suivi. Parce que chacun d'eux fait un travail d'ingénierie en fait. Donc il y a une entreprise qui va entrer en jeu, qui sera là pour contrôler plutôt les procédures et vérifier ce cahier de charge que le maître d'ouvrage a dû remettre aux exécutants, aux en charge de réaliser sera conforme. Si nous, Obsen Ingénierie, nous avons la charge peut-être de construire un bâtiment, le maître d'ouvrage est libre à lui plus de ailleurs, une entreprise qui viendra ailleurs nous protéger. Maintenant, si c'est nous, on choisit plutôt pour le montage des procédures, on peut nous solliciter pour le suivi du projet plus tard. Quand on parle de maîtrise d'œuvre, c'est la personne qui supervise du coup le projet. Oui. Ça peut être la structure dont on a confié le projet, ça peut être une structure externe. Oui. Ok, d'accord. Et c'est lui qui va coordonner du coup toutes les équipes, tous les acteurs clés de ce projet. Exactement. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de confier à la même structure la partie suivie, donc maîtrise d'œuvre, ou bien c'est mieux d'externaliser? Et pourquoi c'est vraiment important de ne pas confier tout, par exemple, à la même personne? Il est important de confier le suivi à l'entreprise qui a concevoir les procédures. Parce que c'est elle qui connaît comment est-ce qu'elle a la procédure, qui maîtrise ses outils de suivi, qui maîtrise son rétro-planning, qui maîtrise, qui a dû étudier les notes de calcul, qui a dû entrer en contact avec le maître d'ouvrage pour savoir exactement le programme du projet et bien mis au cahier de charge. Comment Otsem vraiment arrive à structurer cette partie de maîtrise d'œuvre dans les projets qu'on vous confie en général? Que ce soit côté coordination, côté contrôle, côté validation des étapes, la définition des responsabilités. Comment Otsem suit cette partie de maîtrise d'œuvre? On va peut-être mettre une équipe de 2 ingénieurs sur le terrain pour suivre le contrôle technique. On va mettre un expert en gestion des projets qui va se charger de monter le rétro-planning, qui va se charger de monter les rapports, un modèle de rapport de réunion, qui va se charger de coordonner même les réunions et il peut nommer soit lui, soit une autre personne, un chef de projet qui sera au-dessus de tout le monde pour pouvoir mener à bien le projet. Quand on parle de manière de procédure, à quoi on fait allusion? C'est un système, comme son nom l'indique, de process. Comment c'est défini? Est-ce que c'est de façon technique, administrative, financière? Bon, le manuel de procédure englobe directement tout ça, technique, financier, administratif, parce que lui, il va vraiment, comme on dit, manuel de procédure. Ce sont des procédures qui vont permettre de commencer le projet et de le clôturer. Tout le vécu du projet, en fait. Comment on le définit? C'est à quel moment il est défini? C'est pour chaque projet? Pour chaque client, il est commun ou il est individuel? Le manuel de procédure est défini pour chaque projet. Il n'y a pas un manuel de procédure. On peut dire qu'il peut être standard pour des projets de génie civil,
il peut être standard pour des projets hydrauliques, mais le manuel de procédure c'est défini en fonction du projet. Tout ce qu'on fait, il nous faut une méthode. Mais soyez-en sûrs, on ne va pas inventer la roue. Il y a des procédures, les procédures avec lesquelles nous travaillons, c'est les procédures Banque mondiale pour piloter les projets. Par exemple, dans le cadre du projet d'Obala, où M. Warren est là-bas comme chef de mission adjoint. Lorsqu'une tâche doit être réalisée par une entreprise, parce que là-bas nous avons la mission de contrôle, nous commençons le projet, nous commençons d'abord par définir un cahier de charge de l'entreprise par rapport à la tâche. Lorsque ceci est fait, nous recrutons les entreprises, nous appelons les entreprises à soumissionner par rapport aux tâches que nous avons définies. Ça fait partie des procédures. Lorsqu'une entreprise nous fait son offre, nous validons. Nous proposons au maître d'ouvrage, bon, voici la meilleure offre technique, financière et administrative, nous on gère. Nous préparons ce qu'on appelle un ordre de service de démarrage des travaux. Nous nous accordons avec l'entreprise. Dans un premier temps, vous allez percevoir, par exemple, 70% pour l'avance et 30% à la fin. Nous nous entendons avec le maître d'ouvrage. Nous disons, voici ce que nous sommes accordés. Il faudra payer à cette entreprise de ce montant. Il y a un ordre de service de démarrage qui va stipuler que l'entreprise commence tel jour de travail. Si l'entreprise commence 2 jours après, on commence à compter les retards sur l'exécution des travaux. Et ces retards-là sont sanctionnés parce que les retards non justifiés sont sanctionnés sur l'exécution des travaux. Et nous avons les moyens de sanction. Okay. En général, c'est des retenues. Et lorsque la sanction persiste, ça peut aller jusqu'à une résiliation du contrat. On peut vous faire une mise en demeure. Avec les entreprises partenaires que vous avez appelées, qui ont répondu à l'offre, c'est ça? C'est ça qui constitue la procédure. Vous voyez un peu la procédure de gestion. Ça, c'est quand nous avons la mission de contrôle. Maintenant, lorsque nous avons les travaux, la procédure elle est différente. Parce que là, nous avons un chef sur nous. Là, maintenant, ça devient une procédure d'opération sur le site. Si on doit faire une fouille, comment est-ce que nous devons faire la fouille? Si on doit faire un béton de propriété, si on doit faire les slum tests, si on doit faire les écrasements au laboratoire pour voir comment est-ce que le béton a été fait. Là-bas, c'est également d'autres procédures. Donc, en fonction de la position que nous avons dans le projet, nous avons un moyen de procédure adapté. D'accord. Donc, il peut y avoir une partie standardisation quand il y a des points communs qui peuvent remonter, qu'on peut retrouver dans la plupart des projets, mais avec des spécificités pour chacun d'entre eux, en fonction du contexte. Oui, c'est ça. Lorsque nous sommes dans la mission de contrôle, lorsqu'une tâche est exécutée, l'entreprise doit nous faire une demande de réception. Nous faisons un procès verbal de réception. Le procès verbal s'appuie sur le cahier de charge. Voilà ce qui avait été demandé. Voici ce que vous avez fait. On établit votre procès verbal. S'il y a des amendes, des amendements, on va mettre dans le procès verbal quelques amendements. Mais lorsque vous avez corrigé, nous allons faire les levées de réserve. Nous allons faire notre procès verbal de réception définitif avec levée de réserve pour dire on avait mis des réserves sur cet aspect. Bon, l'entreprise a corrigé. Maintenant, nous sommes garants des travaux. L'entreprise a bien fait son travail et puis bon, on avance. Quels sont les impacts que vous arrivez à retrouver qui vous permettent de dire que ces manuels que vous utilisez vous empêchent de perdre beaucoup de temps, d'argent à le fait d'utiliser ces manuels-là? En termes de transparence, en termes de réduction d'erreurs, en termes de professionnalisation, en termes de qualité de projet, qu'est-ce que vous remarquez comme impact en utilisant ces manuels? Sur la qualité des réalisations et l'entreprise qui travaille sur le site, ça je prends quand nous sommes mission de contrôle. L'entreprise qui doit exécuter les travaux vous prend au sérieux parce que vous êtes derrière l'entreprise et vous transmettez votre procédure à l'entreprise. Voici comment on va marcher. En général, on forme l'entreprise. Voici comment nous, on va piloter le projet dont vous avez la responsabilité sur le terrain. Vous avez tel nombre de jours pour faire ceci. Nous avons besoin de vos plannings hebdomadaires. Nous avons ce qui fait qu'on pousse l'entreprise dans un travail administratif et technique parce qu'elle doit nous fournir tous les éléments administratifs, les rapports et tout. L'entreprise a la pression. Le travail se passe à la vitesse que nous souhaitons. S'il n'y a pas d'aléas de climat, nous sommes plus efficaces. Il y a moins de pertes d'argent, de budget, moins de risques d'échec. Parce qu'avec notre rétro-planning, on peut mettre les entreprises, on dit toi qui fais l'électricité, toi qui fais la plomberie, pendant qu'ils vont travailler ce secteur, vous travaillez d'autres secteurs, ça permet d'aller ensemble, ça permet d'évoluer. Ceux qui font la résine sur le sol, on dit bon, vous allez terminer la résine. Pour que le monsieur qui viendra faire la peinture passe, il faut c'est une animation. Et sans ce manière de procédure, on ne peut pas réussir sur un grand projet. Ça nous rend plus efficace. Et le travail est bien fait parce que au départ, lorsque nous montons les cahiers de charges, on appelle beaucoup d'entreprises à soumissionner et on choisit la meilleure. Mais ça, c'est lorsque vous êtes comme contrôle dans le projet.
Oui, ça c'est quand on a le contrôle. On implique tellement le client dans cette procédure que vraiment s'il est occupé, il sera gêné. S'il est occupé par d'autres choses, il sera gêné. Ouais, ça c'est très bien. Ça permet aussi au client de pouvoir modifier tout ce qu'il veut à l'instant T et vous tenir au courant. Vous pouvez intervenir rapidement. Effectivement. Donc, parfait. Donc, on arrive vraiment à la fin de cette première partie-là. Donc, on a essayé de comprendre un peu mieux le fonctionnement du suivi, de l'autoplanning, manuel de procédure, toutes ces étapes-là. On se rend compte, en fait, pour mettre en place toutes ces choses-là, il faut beaucoup de rigueur, il faut une méthodologie, une organisation. Il faut une flexibilité. Pour mettre ça en place, beaucoup de personnes qui sont de la diaspora, qui veulent réaliser des projets donc, au pays, ignorent ces outils, ces étapes, toutes ces phases, toutes ces méthodologies. Donc, ils n'appliquent pas dans leur projet qu'ils veulent réaliser à distance. Donc, on va un peu parler donc, de ces problèmes que les gens de la diaspora rencontrent.